Bien, pendant que vous vous installez, deux, trois infos. Le conseil d'administration, c'est bien 19 heures, mais en salle Flamboyant. Donc vous trouverez, je ne sais pas où elle est exactement. Donc soirée festive martiniquaise. Donc je vous demande aussi d'être soirée, d'éviter un peu les dérapages incontrôlés. Les dérapages contrôlés sont autorisés. Et Leïla, deux, trois annonces logistiques. Juste une petite annonce logistique pour demain. Pour les personnes qui se sont inscrites pour le marché, le départ sera à 9h, donc rendez-vous à 8h45 dans le hall. Par contre, il faut libérer les chambres avant, 11h maxi. Donc, vous pensez à bien libérer vos chambres avant ça et à régler vos extras. Personne par personne et pas chambre par chambre pour enfiler sur l'autre. Enfin bon, bref. Il y aura une bagagerie dans la salle panoramique. Donc, vous pourrez descendre, laisser vos bagages et puis partir au marché après. D'accord ? La salle panoramique, c'est celle qui est face à la réception. Et par contre, il n'y a pas de repas organisé, je vous rappelle, à midi. Donc, c'est chacun qui se débrouille. Il y aura un retour par rapport au marché à midi. Et les bus pour l'aéroport partiront à 15h. 15h impératif. Donc, il faudra être dans le hall avant 15h. OK ? Je crois que je n'ai pas oublié. Il y aura aussi deux chambres qui seront mises à disposition pour ceux qui voudraient se baigner entre-temps, entre 11h et 15h. Voilà. Donc, qui voudraient se changer malgré tout et après avoir fait leur valise. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Il y a juste Karine qui voulait juste dire un mot sur la réserve de la Réunion suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, donc bonsoir à tous, je vais être très brève. Je voulais juste vous remercier pour la motion que vous avez prise pour nous, pour moi et l'équipe de gestionnaires. Voilà. Ça nous montre bien qu'RNF, c'est une famille. On parlait de solidarité. On est ensemble quand tout va bien, on rigole, on boit des petits punchs. Et puis on est là aussi ensemble quand ça va un peu moins bien. Mais ne vous inquiétez pas, on a la patate. J'ai une équipe extraordinaire, hyper dynamique, très soudée et très compétente. Donc on va y arriver. On trouvera les solutions déjà chez nous et puis avec vous. Donc voilà, tout simplement, je voulais vous remercier. Bien, je vais appeler Luc pour la remise du prix Jean Roland. Donc, je ne sais pas s'il y a un diaporama. Donc voilà, la traditionnelle remise du prix Jean Roland. Monsieur le directeur. Maintenant, comme il n'est plus président, il n'a plus aucune autorité, donc ça va être très bon. Donc peut-être juste pour les plus jeunes, c'est rappeler, c'est pas possible de le faire en 2 minutes, mais redire qui est Jean Roland, qui était le directeur emblématique des RNF, en déplaise à ceux qui lui ont succédé. Mais on avait vraiment un ami, un confident, un frère avec Jean, qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour nous, qui est décédé je pense que c'était 2004, et qui, du coup, quand il est parti, on s'est retrouvé un grand nombre à ses obsèques, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser partir comme ça, qu'il fallait qu'on crée un prix qui le représente et qui laisse une trace vivante de gens dans le réseau. Donc il y a eu le prix Jean Roland, parce que voilà, dans la vie des hommes, il y a d'autres Everest. Et du coup, on a instauré ce prix qui vise à valoriser habituellement, il y a un appel à candidature avec etc., des prix qui étaient dotés par EDF et un autre partenaire, le Crédit Coopératif, je crois. Et aujourd'hui, moi je croyais que j'étais venu pour le prix de l'Eurovision, mais c'était pas le Tédéum, c'était le Téméum, donc c'était pas le bon, c'était pas Charpentier. Et du coup, on est là aujourd'hui pour remettre le prix à terre-mer ultramarine en reconnaissance de 10 années de soutien au renforcement des expertises des gestionnaires des espaces naturels protégés dans l'outre-mer et d'appui au développement de projets sur la biodiversité ultramarine. C'est des tas de mots que je n'ai pas l'habitude d'utiliser chez moi, donc je suis obligé de lire. Et Téméum est une initiative qui a fait l'objet d'une présentation de ses 10 années d'existence et de contribution en séance d'ouverture au 36e congrès. Et cette initiative, qui est le résultat d'une démarche collective de plusieurs réseaux d'espaces protégés et d'associations nationales de protection de la biodiversité de l'Athènes,
Il n'y a pas que certains qui ont des problèmes de ponctuation. Et c'est près d'une trentaine d'initiatives des gestionnaires de réserves d'outre-mer qui ont été soutenues concernant la quasi-totalité des réserves naturelles ultramarines. Et du coup, je vais appeler Jean-Claude Nicolas, qui est le référent Téméum en Martinique, et Michel Sommier de l'AFB, en charge depuis le 1er janvier de Téméum pour la remise du prix. Donc, bon, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Mais... Je prends mon papier, ça aide quand on est ému d'avoir un papier devant soi, ça réconforte. Ce prix, au nom de l'AFB qui a repris l'activité de l'Athènes et qui est donc porteur de Téméum, je le reçois avec fierté et avec gratitude. Avec fierté d'abord parce que ce prix, j'oublie pas qu'il fait suite à la mémoire de Jean. Ça ravive sa mémoire et j'en parle avec émotion parce que moi je me souviens de l'époque où Jean a donné une impulsion terrible au réseau de RNF, à sa professionnalisation de la vie de réseau. On voit aujourd'hui le résultat avec cette Assemblée Générale. Et puis c'est un réseau dans lequel il y a de la chaleur humaine. Et puis c'est un réseau qui pulse tout simplement, et on le verra ce soir aussi, qui pulse. Je suis aussi très, très honoré que ce soit toi qui remette ce prix, parce que recevoir ce prix de la main de quelqu'un qui est RNF Canal Historique, ben, c'est super. Voilà. Non, mais tu es le vecteur, voilà. Et puis, je le reçois aussi avec gratitude. Alors, gratitude d'abord au nom de l'idée Téméum, le concept qui est derrière, l'idée d'aider à ce que les besoins des gestionnaires ultramarins soient accompagnés et qu'on reconnaisse en cela une spécificité dans l'accès à la formation et dans les besoins spécifiques de l'outre-mer. Ça me semble très important, particulièrement aujourd'hui en Martinique, évidemment. Et puis enfin, de la gratitude au nom des acteurs de Téméum. Les acteurs, les membres du COPIL national, qui sont investis fortement à tous les niveaux, qui défendent ce projet au plan national, au plan territorial. Au nom des référents de Téméum dans les territoires, qui sont un peu des passeurs entre les besoins des territoires et la prise en compte dans le programme. Ils jouent un rôle très important. Bien entendu, chacun d'entre vous, les gestionnaires de terrain, à travers vos besoins outre-mer et votre détermination pour faire naître le programme et pour le faire vivre. Et puis pour terminer, pour les salariés de l'AFB de l'Ex-Athènes, mais maintenant je peux vous dire au-delà de l'Ex-Athènes, de l'AFB en général, c'est un projet AFB. Et puis en première ligne de tous ces salariés, je ne veux pas les citer, bien entendu Laure Vincent, qui est la cheville ouvrière, qui n'est pas là aujourd'hui et qui se verra transmettre le prix dès le début de la semaine prochaine de retour à Montpellier. Et donc je voudrais vous demander, pour terminer, de grands applaudissements pour Laure et pour tous les gestionnaires d'outre-mer. Bien sûr, ce prix pour moi revient à la coordinatrice en priorité, même si il y a l'importance du COPIL, des référents locaux qui sont sur place et qui essayent de coordonner l'ensemble de ces éléments, et des gestionnaires qui font remonter les besoins. Avant Téméum, c'est pas qu'il n'y avait rien, parce qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais Téméum a permis de rapprocher les personnes et de pouvoir vraiment plus travailler ensemble en coordination, en coopération, en mutualisation. Donc c'est très très bien. Je vous remercie pour ce prix. Au nom de Laure Vincent, qui est vraiment le pilier, c'est la seule salariée qui est chargée quand même de s'occuper, de coordonner ce réseau qui représente quand même 80% de la biodiversité française, même s'il n'y a pas nécessairement beaucoup de gestionnaires outre-mer. 97% des aires marines sont en outre-mer, et on a vu que 99% des herbes sont en outre-mer également. Une remarque simplement, il ne faut surtout pas que ça s'arrête, il faut que ça s'amplifie et qu'il y ait peut-être une aide
au niveau de l'or supplémentaire et des moyens financiers, parce qu'il y a vraiment une enveloppe qui est très modeste, et je voulais indiquer lors de la première présentation. Donc franchement, un grand bravo, parce qu'elle est presque une magicienne, et elle a compris les Outre-mer. C'est-à-dire pas que les Outre-mer, on est tous différents, tous particuliers. Donc merci, un grand bravo à Laure. Ah, une photo. Une photo pour Laure. C'est moins joli que Laure. La deuxième tournée de ce soir, c'est pour Michel. Merci. Donc, comme vous le saviez tous, le prix Jean Roland, c'est un prix qui vise les actions, les opportunités, les réalisations qui facilitent la réconciliation entre l'homme et la nature. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment prévu, mais en toute logique, l'année prochaine, il y a un renouvellement et il y aura un appel à candidature pour le, je ne sais plus, le 12e ou 13e prix Jean Roland. Donc, s'il y en a qui ont des très bonnes initiatives, des projets à déposer sur le prix Jean Roland, elles seront les bienvenues et ils sont priés de se rapprocher de l'équipe technique. Bien, merci. Avant les mots de clôture, on souhaitait avoir un retour, un regard de la semaine de congrès grâce à Malik Duranty et puis à Madame de Grand Maison. Donc, je ne sais pas, vous peut-être venir vous installer. Vous pouvez... Non, il y a un escalier là-bas. Je sais pas, tu commences, Malik? Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je tiens à vous remercier de l'accueil, vous remercier de l'endurance, parce que c'était quand même une semaine de congrès avec un programme bien chargé. Et moi, par rapport à ça, j'ai beaucoup appris et beaucoup mûri des réflexions par rapport à la relation qu'on peut avoir non seulement à la nature, mais la relation aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de la France hexagonale. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un territoire où mes ancêtres, j'ai envie de dire, ont eu à un moment donné à s'approprier le territoire pour vivre et à le connaître très rapidement. Connaître, j'ai envie de dire, c'est fruits, et d'un autre côté, c'est poison. Aujourd'hui, après quelques années de départementalisation, de modernisation, ce que je me rends compte, c'est que la plupart des jeunes de mon pays ont une certaine distance avec la nature de ce pays-là et développent une forme de syndrome, une sorte de peur vis-à-vis de cette nature-là, la peur d'y aller, la peur de trouver cette biodiversité. Et lorsqu'on prend connaissance justement de la dynamique qui est la vôtre, non seulement localement, régionalement, mais aussi du point de vue de la France, mais aussi du point de vue international, l'une des questions qui m'est venue, c'est comment transmettre cela pour que finalement les nouvelles générations puissent se réapproprier cela. Parce que il y a pour moi une certaine forme de complexité dans tout ce qui a été présenté. Et cette complexité-là vient en quelque part d'une culture bien française du point de vue institutionnel, qui est celle du millefeuille institutionnel, qui finalement rend les choses assez compliquées à identifier en termes de mission, en termes d'action, et parfois aussi, comme pourrait le dire Rémi Le Saoul, sur les luttes institutionnelles, qui créent parfois une forme de concurrence entre des institutions qui ont, semble-t-il, normalement le même objet, tout au moins philosophique, sociologique et historique. Alors,
là, j'étais là, je me disais, bon, j'ai écrit 3 fiches de synthèse sur l'ensemble de ce que j'ai pu vivre pendant ce congrès. Et il ne m'a pas eu rébarbatif, en fait, de reprendre chaque point. Et il m'est venu une expression, parce que depuis quelques années, effectivement, on a parlé de patrimoine immatériel pour la valorisation, la conservation de nos cultures. On nous a aussi parlé de patrimoine matériel du point de vue architectural. Et je pensais en fait à ce patrimoine humain, ce patrimoine vivant, excusez-moi, pas patrimoine humain, patrimoine vivant, d'accord, en ce qui concerne justement la nature qui, dans ce pays, dans mon pays, est très présent. Et finalement, on ne peut pas l'ignorer, mais on finit finalement par être des ignorants vis-à-vis d'elle. Et dans un pays qui est comme celui-là, comment dire, confronté aux aléas, eh bien, je crois qu'il peut être très important que de connaître véritablement les ressources de notre pays au cas où. Donc, c'est déjà ce que je voulais dire. Ensuite, pour continuer sur cette réflexion, j'en suis revenu au thème du congrès, qui est un thème très intéressant et qui déclinait en fait nature, économie et société, choisir ou composer. Et moi, en tant que sociologue, quand je lis ces termes, nature, économie et société, 2 points, culture. Lorsqu'on envisage la culture en tant que sociologue, ben, on envisage d'une part la nature, c'est-à-dire cet environnement naturel dans lequel on va créer un environnement humain, urbain, etc. On va essayer aussi de créer un équilibre entre les différents espaces qui vont être érigés. Ensuite, l'économie. Bon, le sociologue ne fait pas de finance, mais il s'intéresse à l'économie au sens d'échange symbolique. Et lorsque j'étais à l'atelier, sur le bien-être, la pharmacopée, etc., je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, il y avait une forme d'opposition entre l'économie symbolique de l'échange traditionnel au niveau de cette pharmacopée et puis la dernière évolution qui fait que cette pharmacopée est inscrite dans la législation française et donc nous donne une possibilité de développer une économie peut-être plus formelle. Et puis, ce dernier élément qui est celui de la société, parce qu'une société, finalement, c'est un groupe d'individus qui crée du sens ensemble et qui, finalement, a du sens dans son environnement. Et là, j'avoue que j'ai eu un trouble en me demandant, mais lorsque, dans nos pays, c'est-à-dire les pays de la Caraïbe, ces endroits insulaires, nous sommes nous-mêmes dans une insularité par rapport au pays. C'est-à-dire, ça me rappelle un peu, vous savez, quand on parle de Guyane et de Cayenne, on parle de l'île de Cayenne en considérant l'Amazonie comme un grand océan. Et donc, finalement, ce centre urbain qu'est Cayenne est en quelque part dans un véhicule insulaire. Et c'est vrai que j'ai eu ce questionnement de me dire pourquoi, à un moment donné, on crée une insularité dans l'insularité. Et si je crois qu'on regarde un peu la carte de France, eh bien, on est peut-être aussi dans cette dynamique-là vis-à-vis de la France hexagonale, d'avoir des centres urbains qui finalement deviennent insulaires. Et cette insularité-là, je l'ai rapprochée en fait à un vieil adage que nous avions dans notre tradition martiniquaise, qu'on dit en créole, l'en met pas ni branche. La mer n'a pas de branche. Pour un peu exprimer comment le peuple martiniquais longtemps a eu peur, vous voyez, de la mer qui a tant de bienfaits, et n'en profitait pas à sa juste valeur et peut-être n'arrivait pas à identifier sa juste valeur. Et c'est vrai qu'en quelque part, elle crée un territoire poreux, c'est-à-dire un territoire qui n'est pas fini, qui continue d'ailleurs à se ronger par l'érosion et qui crée en fait tout un tas de réflexions sur la pérennité de notre existence sur ce territoire. Alors, en définitive, pour ne pas être plus long, je voudrais aborder la question de choisir ou composer. Et la culture, justement, notre culture, nous dit-on, nous vient d'un assemblage de plusieurs apports, duquel nous aurions eu la magie de créer quelque chose d'assez singulier pour être manifeste, malgré notre petitesse démographique, manifeste à l'endroit de bien des peuples de notre humanité. Et je me disais, est-ce que le choix ne devrait pas être celui de la culture, dans l'acceptation justement de sa composition et dans le fait qu'à un moment donné, nous puissions avoir le déterminisme de cette composition pour que nous puissions être dans une dynamique de pérennisation de nos cultures et de nos savoir-faire, savoir-être et de nos connaissances. Or, j'ai envie de vous dire,
J'ai souvent été sur Google chercher des définitions de termes, etc. Et nous sommes confrontés en fait à un phénomène qui est global, qui est celui de la technicisation des politiques publiques, qui est aussi celle de référentiels de politique publique qui s'appuient parfois plus sur des entrées scientifiques que sur des entrées traditionnelles. Et finalement, cette composition-là, il me semble qu'elle se définit de façon problématique actuellement dans une composition équilibrée entre un apport scientifique et un apport traditionnel. Et pour moi, la grosse question sur laquelle j'ai envie de vous lancer après ce témoignage, c'est comment nous allons réussir à créer un équilibre et non pas une rupture ou une opposition ou une lutte entre science et tradition. Voilà, merci. Je passe la parole à Madame Julie de Grandmaison. Voilà, merci et bonsoir à tous. Je crois que pour une fois, je suis intimidée. Je vois une masse humaine. Je n'avais pas pris conscience de ce que vous faites quand vous êtes tous assis ensemble, comme poids. Voilà. En tout cas, je vais essayer de passer au travers. Voilà. Au terme d'une semaine de rencontres, riche de contenu, agréable, je l'espère, de déroulement, j'ai la délicate tâche de restituer ce que j'ai perçu d'essentiel de notre semaine de travail. Je souhaite cependant que vous y apportiez votre contribution parce que probablement je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout ressenti. Notre première plénière a mis en lumière notre point de vue unanime sur la nécessité des aires protégées, sous des appellations diverses, que ce soit réserve, que ce soit parc, que ce soit aires protégées. Il y a là des espaces dont la nécessité ne fait plus de doute, aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin. La finalité étant de protéger, de conserver la biodiversité sous toutes ses formes, tout en assurant le bien-être humain. Le bien-être humain. Bien-être humain au travers d'un développement durable, basé sur les règles de l'économie, la culture dans ses fondements et manifestations, c'est-à-dire spiritualité, construction humaine, savoir-faire traditionnel, art, voilà, basé sur tout cela. Dans cette optique, développer l'attractivité des territoires, musée de site, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, je sais, sentier d'interprétation, cette attractivité rendant plus attrayant le travail d'éducation du public, pour faire de chacun comme un gardien vigilant quant à ses richesses environnementales dont il pourra raisonnablement tirer sa substance pour faire passer l'idée, voilà, tirer sa substance. Je reprends un petit peu ce que je viens de dire pour que vous voyez bien. L'attractivité du territoire peut nous aider à faire passer nos messages. Et il faut que nous rendions ces territoires attractifs, et ceci, des musées de sites, des sentiers d'interprétation, des jeux, toutes sortes de choses pouvant retenir l'attention des grands et des petits. Parce qu'en fait, cela concerne l'éducation, concerne tout le monde, nous l'avons dit, tous les âges, tous les âges. Tout ceci pour faire passer l'idée que nous avons un capital à gérer. Nous ne pouvons d'ailleurs utiliser que les intérêts. C'est ça la réalité. Le contexte, voilà un petit peu ce que nous avons dégagé. Peut-être qu'on va trouver encore quelque chose de lundi qui traîne par-ci par-là, mais c'est déjà ça. Nous sommes unanimes sur le fait que nous ne sommes pas inutiles et nous avons un travail à faire ensemble sur les différents territoires. Les contextes sont différents d'une localité à une autre, d'une aire géographique à l'autre. Et pour notre précisément deuxième plénière, nous avons pu partager les projets les plus adéquats pour les différentes aires dont nous avons la responsabilité. Nous avons partagé les projets
ce qui se faisant en France métropolitaine et dans l'ultramarin. Nous avons entendu et partagé les projets de Canaries pour la Caraïbe insulaire. Nous avons partagé et pris bien connaissance des projets du CARSPO, de la Convention de Carthagène pour les pays de la mer des Caraïbes, mer régionale. Et nous avons convenu que toutes ces démarches, même sous des aires différentes, renforcent l'idée d'appartenance à un territoire là où cela se passe. Ça fortifie l'appartenance à un territoire, ça fortifie l'idée d'identité spécifique, de solidarité, et plus large, ça, d'un continent à l'autre, nous pouvons développer des idées de solidarité, en dépit précisément de nos différences. Je crois que les aires protégées, la protection de l'environnement nous rassemblent, où que nous soyons, nous rassemblent. Nos différences sont quelque peu gommées par l'intérêt commun que nous portons à notre environnement. Nous avons, au-delà de ces espaces plus ou moins étendus, nous sommes arrivés aux grands espaces d'Europe, d'Afrique, d'Asie, et que nous avons effleurés, bien sûr, mais qui ne sont pas restés en dehors de notre propos. Ceci grâce à la présence d'opérateurs prestigieux comme l'AFD, l'UNESCO et bien d'autres qui ont partagé avec nous ce temps-là. Voilà. Nous avons considéré en quelque sorte, nous avons fait en quelque sorte un tour de la planète et nous avons découvert que partout cette planète était en difficulté, était en péril dans l'ensemble. Les visites de terrain mercredi vous ont révélé la diversité de notre île, dans ses paysages, sa végétation, ses types humains, son patrimoine culturel multiforme, et nous nous sommes retrouvés en commission pour échanger sur les méthodes et moyens pour tirer le meilleur et pour adapter notre travail, pour des résultats à la hauteur des enjeux. Hauteur des enjeux, les enjeux étant préserver la biodiversité, nous l'avons dit, prendre en compte la pauvreté et la réduire, tant soit peu, puisque en fait nous ne pourrons pas la réduire à néant, faire prendre conscience à l'homme qu'il est au cœur de la biodiversité de la planète et qu'il est solidaire du devenir de cette planète. L'avenir sera ce qu'il en fera lui aussi. L'alerte en effet est mondiale quant aux dangers planant sur la planète, dont 65% des ressources des écosystèmes rendant service aux hommes sont surexploitées. Le monde est en guerre. Culture et biodiversité sont partout menacées. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous savons que le monde est en guerre. Et nous voyons surgir des menaces là où on croyait que c'était de la frime. Vous voyez, vous avez entendu les nouvelles. L'Amérique est et climat-sceptique, etc., etc. Mais s'il reste inactif, tant mieux. Et ça, c'est pas dit. Alors, tous, nous sommes conscients que l'éducation, l'approfondissement de la connaissance, la solidarité sont les outils essentiels dans l'entreprise qui nous accapare. L'entreprise de sauvetage des écosystèmes. Il s'agit d'une véritable course contre la montre pour ralentir, sinon enrayer, les dégradations de notre planète. Nous ne sommes pas à l'abri, en plus de ce que nous provoquons, il y a également la vie de la planète qui, là aussi, peut donner lieu à soubresauts et ça ne va rien arranger. Nous avons dit il y a un instant, gérer le capital. Assurer, mais j'ajouterai à ça, assurer le partage équitable des intérêts. Le partage équitable des intérêts pour le bien de chacun. Cette option, à n'en pas douter, peut nous aider à atteindre nos objectifs de gestion conservatrice, de réduction de la pauvreté et dans une certaine mesure. Si ce que je dis là sous une autre forme, c'est tout simplement qu'il nous faut à la fois instruire, éduquer, mais intéresser matériellement, intéresser l'individu de façon qu'il sache pourquoi nous lui disons de ne pas toucher à ceci ou à cela, mais en même temps que sa vie soit assurée. Et alors, nous dirons, je vais vous dire, ce matin, j'ai quand même eu une inquiétude quant à la gestion des réseaux.
Pour moi, c'est une excellente chose, fonctionner en réseau, je vous le dirai encore. Mais je me suis demandé si la baisse de l'action associative, la plupart du temps, la plus grande part étant prise précisément par des institutions un petit peu au-dessus de la mêlée, ne pouvait pas à la longue éloigner le citoyen de la matière qui nous intéresse. Je me suis posé la question. Ceci d'autant plus que si effectivement c'est géré un petit peu avec de la distance par rapport à l'habitant, par rapport à l'association, et s'il n'y a pas suffisamment de fonds pour compenser cet éloignement par une animation vigoureuse, par une manière d'intégration malgré tout de la population, j'ai un petit peu peur de ce grand nombre d'organismes se substituant petit à petit aux associations. C'est pas facile pour les associations. C'est pas facile pour le citoyen bien intentionné en matière d'environnement parce que lui aussi il n'a pas de moyens. Mais finalement, il est près de la matière dont il voudrait s'occuper. Et là, j'ai peur un petit peu de la distance qui peut s'établir entre habitants et grandes institutions gérant ces affaires-là. D'ailleurs, si j'ai bien regardé les courbes ce matin, il me semblait que les courbes ça augmentait, étaient en hausse pour les institutions et en baisse pour les participations, et le rapport public-privé était également un peu inversé. Donc il nous faut là aussi être très attentifs et trouver une manière de dynamiser ou de pousser, d'aider, voilà, ce sera beaucoup plus consensuel, d'aider les institutions à garder les pieds sous terre ou bien les pieds dans l'environnement. Voilà. Alors, ce que je peux encore dire de ce point de vue-là, c'est qu'il ne nous faut pas perdre de vue que l'environnement est un concept global. L'eau, l'air, la faune, la flore, l'homme, le sol. Et de ce fait, le travailler ensemble est incontournable. On ne peut pas fragmenter l'action. Donc, nous devons avoir une vision partagée, bien sûr, mais une vision unificatrice dans l'action pour que précisément nous puissions avancer à coup sûr. Il n'y a pas de partage entre ces différents compartiments de ce que nous appelons l'environnement. Alors, c'était un petit peu ce matin ce qui m'est venu, mais je crois qu'avant ce matin, j'ai dû noter quelque chose. Je vais vous dire ça. Voilà. Alors, je pense que nous arrivons littéralement à la conclusion et les idées que j'ai mis. Quand nous... Oui, on devait l'avoir vu. Alors, quant à nous, qui nous posons en éveilleur de conscience, j'ai réfléchi à ça aussi et je me suis dit que l'humilité doit nous habiter. Nous sommes des ouvriers sur un chantier planétaire. Chaque pierre portée par chacun à l'édifice compte. Et l'idée de continuité dans l'action doit prendre toute sa place pour un résultat chaque fois consolidé. Il serait regrettable, et il est certainement souvent regrettable, qu'on ait l'impression que chacun veut recommencer ou chacun veut avoir fait. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de continuer, de faire le bilan, de continuer et d'avancer. Chacun est ouvrier dans un chantier planétaire. On ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit seul et on ne va pas pouvoir recommencer indéfiniment, sauf à être dans la légende des tonneaux d'Anaïde. Donc, voilà. Mais à mon avis, il nous faut garder cela à l'esprit. Eh bien, à tous, je dis un grand merci d'être là, d'être venus. Votre concours va nous fortifier. Votre présence et votre concours fortifieront les jeunes gardiens de l'environnement que nous avons sur le terrain. Votre venue fortifiera nos responsables de programme, nos enseignants. Et je n'en doute pas, votre venue encouragera nos politiques à
à des niveaux divers dans des démarches de plus en plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Donc merci à tous d'être là, d'avoir été là. Merci à ceux qui ont facilité votre voyage. Monsieur le président du parc, voilà, je crois qu'on a un bon président, pourvu qu'il n'aille pas inventer de faire autre chose. Voilà. Alors, s'il manque des choses, vous me dites. En tout cas, j'ai essayé de faire un petit panorama. Le monde que nous avons vu ensemble lundi, les visites et un petit peu les conclusions, le fonctionnement réseau qui est nécessaire. Voilà, et puis tout ce qu'il y a entre les lignes. Voilà. Merci Malik, merci Madame Jouy de ces regards. Prendre un peu de recul et de hauteur, ça fait du bien. Je vous invite à rejoindre la salle, s'il vous plaît. Ah oui. Donc avant les mots de clôture, un petit point sur la compensation du programme de projet de compensation. Charlotte et Jérémy. Et puis on installera le pupitre. Je sais pas. J'attends Jérémy qui est là-bas. Pardon. Je crois qu'il y avait quelques diapos aussi. Alors on va juste inverser les choses, puisque M. Boutrin doit s'absenter rapidement. Donc on va commencer par les mots de clôture, on fera le point compensation à l'issue. On tenait quand même à ce que M. Boutrin puisse s'exprimer. C'est grâce à lui si on a pu organiser le congrès. M. Boutrin. Merci, Monsieur le Président, de bousculer quelque peu, je dirais, cet instant de clôture du Congrès. Monsieur le Président de la Fédération des parcs régionaux de France, Monsieur et Mesdames les cofinanceurs et partenaires techniques, sans qui on n'aurait pas pu réaliser ce 36e Congrès des réserves naturelles de France ici en Martinique, Mesdames et Messieurs les élus, en vos grades et qualités. Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2017. C'est une date à retenir, puisque c'est une triste journée à la fois pour la planète et pour l'humanité. Un crime, un véritable crime, vient d'être commis au nom du business et des intérêts américains. Donc, je vais vous demander de vous lever, d'observer une minute de silence pour la planète. Merci beaucoup. Merci pour vous, merci pour la planète là. Merci pour la planète, merci pour les habitants de cette planète. Alors, je vais emboîter le pas à Madeleine de Grandmaison, qui a félicité le président en disant qu'effectivement, en espérant qu'il ne fera pas, prendra pas de mauvaises décisions. Et en qualité, effectivement, de conseil exécutif et de président du parc naturel, et dans ce contexte que l'on connaît d'échéances électorales où toutes sortes de promesses sont édictées, je ne retiens qu'une seule chose. Je retiens en effet qu'il serait judicieux que certaines promesses électorales ne soient jamais tenues, surtout au nom d'une prétendue défense des emplois américains,
au détriment de notre patrimoine commun qui est la planète. Notre congrès s'achève avec comme thème, on l'a vu, nature, économie et société, choisir ou composer. Nous avons déjà vu à travers les synthèses quelle était la réponse à ce questionnement. Aujourd'hui, nous avons eu un certain nombre d'ateliers spécifiques relatifs aux enjeux, aux effets, aux impacts sur le changement climatique qui nous concernent en premier lieu, nous, insulaires. Également, nous avons replacé le rôle central des réserves en la matière et on a constaté que les réserves revêtent un caractère singulièrement visionnaire et que je qualifierais même d'anticipateur. Alors, la meilleure réponse que l'on pourrait opposer à ce choix unilatéral est celle d'Antoine Saint-Exupéry, en filigrane du Petit Prince, et je cite, « Abondant sa planète, je n'ai pas les mêmes qualités que Malik, abondant sa planète étroite, perdue dans l'espace, le Petit Prince visite le monde. Échappant à l'espace et au temps, il connaît la déception des rencontres. Il visite 6 planètes. 3 sont occupées par des êtres vicieux ou obsédés, le vaniteux, l'ivrogne, l'allumeur de réverbères, tandis que 3 autres siège un roi, un businessman, auprès de qui seul compte la politique, l'argent et l'esprit. Bien sûr, toute ressemblance ici avec un certain président d'une hyperpuissance ne saurait être que fortuite. Désespéré, je continue, Antoine de Saint-Exupéry, désespéré, mais décidé à oublier son chagrin, le Petit Prince vole de planète en planète, grave et solitaire, jusqu'à ce qu'il cherche. Ainsi rencontre-t-il le renard, détenteur de ce secret. Et je vous livre ce secret. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Aussi, chers amis, comme le disait Voltaire, je vous enjoins toutes et tous à cultiver dans vos jardins vos cœurs, votre amour pour cette nature, que tâchons au quotidien de léguer aux générations futures. C'est un combat qui semble certes invisible dans nos yeux, certains toutefois gagneront, que notre combat est sûr et certain, car nous œuvrons pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de l'humanité et l'intérêt de la planète. Nous voici donc venus de faire le bilan et la clôture de ce congrès. Cette semaine a été particulièrement riche en connaissances, riche en découvertes, riche en actions et également riche en partage, y compris en partage festif. Fort d'une grande représentation, avec plus de 17 régions, monsieur le vice-président de l'Association des régions de France, 17 régions, c'est pas mal. Pour 166 réserves naturelles, nous avons pu regrouper 315 congressistes lors de ce 36e congrès des réserves naturelles de France. Alors bien sûr, je ne reviendrai pas sur les séances en plénière, les temps DJ, même les pauses café, autant de moments propices pour dresser des panoramas des réserves, des réseaux des réserves, de discuter des enjeux communs, d'effectuer des mises au point et surtout pour partager des expériences interrégionaux. Des ateliers ont mis en évidence les thématiques prioritaires concernant les espaces protégés et leur gestion, notamment la valeur ajoutée et l'ancrage territorial, sans oublier les nouvelles méthodologies des plans de gestion. En application sur le terrain, vous avez pu explorer les aspects du bien-être et de santé à travers, on vient de le dire encore aujourd'hui, la pharmacopée locale au sein du domaine des modes, ou encore cibler des enjeux environnementaux des hauts massifs montagneux proposés à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais parler bien sûr de l'inscription des aires forestières et volcaniques des Pitons du Carbet, de la montagne Pelée, du Mont Conil et du Mont Jacob. Autant d'espaces où nous aurons effectivement à défendre singulièrement notre biodiversité qui est concentrée sur le cœur du bien que nous
proposons à l'inscription du patrimoine. Cette fructueuse semaine nous aura apporté des éléments de réponse à la question consistant de choisir ou composer entre nature, économie et société. Je tiens à remercier à nouveau tous nos partenaires, et je le cite, l'ADEAL, ici présente, même si effectivement, monsieur le directeur, je sais que vous avez une obligation de réserve, mais je tenais à saluer votre contribution pour l'organisation de ce congrès, l'ODE, l'AFD, avec qui nous avons eu des séances de travail et avec qui nous avons dressé des perspectives en matière justement de développement des axes pour préserver cette biodiversité, mais également sur des projets énergétiques, l'ODE et bien sûr la collectivité territoriale de Martinique ainsi que les partenaires techniques. Alors Madame Le Grand-Maison, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour votre regard averti, pas pour ce que vous venez de dire, bien sûr. Malik Duranty pour son implication, Jean-Philippe Ludon qui n'est pas présent actuellement, mais pour sa maîtrise des débats que vous avez pu constater, et tous les congressistes qui, depuis leur région, ont pu partager ces savoir-faire. Et bien sûr, Monsieur le Président, je remercie tout particulièrement Réserve naturelle de France pour cette collaboration et cette confiance, puisque, comme vous l'avez souligné, sans vous, ce congrès n'aurait pas pu se tenir en Martinique. Donc, je vous annonce ici, aujourd'hui, la clôture de ce 36e congrès des réserves naturelles de France et je vous donne rendez-vous en 2018 à Rochefort. Messi en pile, Messi en chaille et vive le 37e congrès des réserves naturelles de France. Messi en pile. Bien, je vais inviter, on a inversé un peu les séquences, donc je vais inviter M. Weber à nous dire quelques mots au titre de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Parc naturel régional de Martinique, et bientôt, j'espère, Parc naturel de Martinique, on en a discuté il y a quelque temps, chers amis, représentants des parcs notamment, puisque vous êtes nombreux, et bien sûr tous ceux qui interviennent dans les réserves naturelles. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce congrès et de pouvoir intervenir lors de cette conclusion de ce congrès, de ce 36e congrès, même si je suis président du Parc des Vosges du Nord depuis quelque temps déjà et que je n'ai pas eu l'occasion de participer à ce congrès. Et je salue notamment les agents et en particulier Loïc Duchamp qui a suivi et qui suit vos travaux depuis bien longtemps. Je voudrais simplement... Oui, un peu. C'est une séance d'applaudissements cet après-midi, donc on peut y aller aussi. Merci à toi, Loïc. Je voudrais simplement commencer par remettre effectivement les choses dans leur contexte. J'ai constaté cet après-midi en écoutant vos débats que finalement, on est des cousins. On est des cousins assez proches et que les débats que vous avez eus me parlent. Ce sont des débats que nous avons peut-être aussi dans une certaine dimension, nous aussi, dans le réseau des parcs naturels régionaux. Des problématiques qui sont semblables. La dimension peut-être qui change, là où il y a peut-être une valeur ajoutée différente, c'est qu'il y a une dimension politique, évidemment, dans les parcs naturels régionaux, dans le bon sens du terme, et notamment celui de la gestion de la cité. Et c'est vrai que, peut-être aussi pour faire écho à ce que disait Louis Boutrin tout à l'heure, dans ce qui est écrit dans votre titre, « Choisir ou composer », eh bien, il y a de quoi s'interroger quant à la situation actuelle et dans le contexte mondial qui est le nôtre aujourd'hui. Et je pense que dans les actions que nous devons mener, nous devons aussi nous inscrire toujours dans ce contexte. Choisir, c'est ce qu'a fait effectivement le président américain aujourd'hui. Il a fait un choix qui est un choix difficile et qui engage la planète sans doute sur la voie de l'exclusion. Il faut le dire ainsi. Il a tranché en ce qui concerne ce choix-là. Composer, eh bien, tout à l'heure, on faisait un clin d'œil sur les enfants de cœur. J'ai été un de ceux qui a levé le doigt tout à l'heure.
mais aussi parce que je suis latiniste. Et que composer, c'est poser avec le voisin, c'est poser avec l'autre, c'est essayer de discuter, c'est pas exclure, c'est construire quelque chose ensemble, c'est partager. Partager une situation et considérer que face à cette situation difficile, il faut trouver des solutions. La situation difficile, simplement pour la dire peut-être de façon un peu caricaturale, et vous m'en excuserez, c'est que nous sommes aujourd'hui pas loin de 8 milliards d'habitants sur Terre, que l'on annonce et que la croissance en nombre de populations sur cette planète est en augmentation. On annonce 9,5 milliards d'habitants en 2050, que nous étions 1 milliard en 1800, que nous étions 100 millions en l'an 0, il y a 2000 ans. Vous avez tous compris. En l'an 0. Et quand on prend ces chiffres, eh bien, on comprend bien qu'il y a un problème. Non pas pour la planète, mais pour notre espèce. Et je pense que chacun doit avoir à l'esprit, dans ses responsabilités, que ce soit celui qui intervient dans une réserve, que ce soit l'élu local que je suis, maire d'une petite commune, ou président d'une fédération comme celle des parcs, que d'inscrire en permanence les choix, mais aussi les compositions que nous faisons dans ce contexte mondial. Et aussi petite peut-être qu'est notre action, elle doit contribuer à cela. Et peut-être pour rebondir aussi à ce que j'ai entendu, notamment sur l'éducation à l'environnement, l'un des enjeux que l'on aura devant nous demain, c'est quand même de considérer que quelque part face à cette situation, malheureusement, en effet, on constate que les crédits dans nos actions ont plutôt tendance à se réduire, et en particulier ceux qui sont le plus importants à mon sens, ce n'est pas simplement ceux des actions que nous devons mener, mais c'est ceux qui permettent à ce que ceux qui ne sont pas aujourd'hui tout à fait conscients ou sensibilisés aux enjeux qui sont les nôtres, le soient demain, c'est-à-dire en passant par l'éducation à l'environnement. Donc ça, c'était peut-être une réaction que je souhaitais avoir pour remettre effectivement les choses dans leur contexte par rapport au sujet que vous avez choisi, composer ou choisir. Évidemment, vous aurez compris que pour ce qui me concerne, je souhaite plutôt composer avec les autres et en particulier avec ceux qui n'ont pas conscience de ces enjeux. Le deuxième élément, et pour rentrer peut-être plus dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la nécessité de ce travail en réseau. Il y a eu un petit débat cet après-midi sur les représentations que l'on peut avoir dans différents organismes, sur notre place que nous aurons par rapport à l'AFB, peut-être dans les ARB. Et je pense que ce débat-là, il faut pouvoir le dépasser aujourd'hui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on poursuit tous les mêmes objectifs. Et on doit être capable, aussi de se mettre parfois dans la tête de celui qui nous écoute ou de ceux qui nous écoutent. Et quand on est, moi j'ai été aussi conseiller régional à un moment donné, et malheureusement on est dans un monde où on accorde de moins en moins de temps effectivement à l'échange, à la discussion et à la compréhension de ce que l'on veut. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on va demander des moyens, c'est de plus en plus compliqué. Et moi je prétends que si on est plusieurs à aller demander des moyens seuls, ou chacun son tour, ça peut aussi créer de la perturbation chez celui qui nous écoute en face. Et que si l'on regarde l'histoire de l'environnement et des questions environnementales depuis quelques années, on a rajouté des dispositifs, on a rajouté parfois des règlements et des règles, et on a aussi rajouté des organismes qui se sont construits et qui ont effectivement augmenté en termes d'importance. Je vois l'évolution qui a été celle des réserves sur les 10 dernières années, celle des parcs naturels régionaux sur les 50 ans qu'ils ont d'existence, celle des conservateurs des sites, et que donc tout cela crée peut-être aussi de la confusion et de l'incompréhension dans une période où malheureusement, il faut chercher des moyens. Et moi je pense que demain, le vrai enjeu, c'est de simplifier et de rendre tout cela plus compréhensible pour un certain nombre de nos concitoyens. Pour nos concitoyens, oui, mais aussi pour nos concitoyens qui ont des responsabilités. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que demain, que ce soit pour défendre des places, pas seulement des sièges, mais aussi des idées au niveau national, ou que ce soit pour défendre des idées demain et peut-être des budgets au niveau régional, il faut que l'on puisse travailler de concert. Et il faut que demain, moi, quand je vais parler des parcs naturels régionaux, je puisse aussi parler des réserves, que je puisse aussi parler d'autres de nos partenaires. Je pense que c'est un enjeu, et c'est une des raisons pour laquelle je milite depuis quelque temps, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour que l'on puisse construire ensemble ce que j'appelle non pas une sorte de plateforme, en particulier au niveau national, parce que la mise en place de l'AFB est en train de changer totalement la donne. Moi, je l'ai dit, je trouve que c'est une bonne évolution.
Mais on ne peut pas avoir, face à l'AFB, qui est un organisme important au niveau national, on ne peut pas avoir des organismes qui interviennent sur les aires protégées, sur les territoires, et qui ne soient pas eux aussi organisés pour faire poids face à l'AFB. Donc il faut que l'on puisse s'organiser, il faut que l'on puisse mettre en place une plateforme informelle où les trois cousins, peut-être d'autres qui nous rejoindront plus tard, qui sont des cousins un peu plus éloignés, mais les trois plus importants, c'est-à-dire les réserves naturelles de France, les parcs naturels régionaux et les conservatoires des sites, puissent effectivement travailler de concert pour défendre dans les textes, notamment demain au niveau national, qui pourront apparaître. Et croyez-moi, au-delà des textes qu'on a connus l'an dernier, il apparaît toutes les semaines des décrets, des circulaires et des textes de loi dans lesquels nous sommes concernés. Le troisième élément que je souhaitais apporter, c'est que aussi dans le discours, il faut que l'on puisse évoluer sur ce que moi j'appelle l'investissement territorial qui est le nôtre. Nous faisons face, nous les parcs naturels régionaux, à une difficulté qui est de faire comprendre que les agents qui interviennent dans les parcs, ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est de l'ingénierie territoriale. C'est de l'ingénierie qui est donnée à l'attention du territoire, qui permet de monter des projets sur les territoires. Et je sais que pour les réserves, c'est un peu le même débat. Et je pense que l'on doit, de ce point de vue-là, aussi évoluer dans le discours et montrer et permettre à ce que ceux qui nous écoutent aient conscience que l'on investit sur le territoire. Considérer que l'on veut un retour d'une biodiversité dans nos réserves ou le maintien de cette biodiversité, c'est pas simplement être des gestionnaires. C'est considérer au contraire que par l'investissement qui est le vôtre, par l'ingénierie qui est la vôtre, par la haute qualité, effectivement, des charges d'émissions qui interviennent et de tous les agents qui interviennent, on investit pour l'avenir de ce territoire. Et de ce point de vue-là, je pense que dans les têtes, on doit, et dans le discours qui est le nôtre, on doit, je crois, revoir le discours et apporter des réponses à cela. Et puis, je finirai par l'élément qui concerne, qui est aussi notre actualité, parce qu'elle vous concerne directement ou indirectement. Comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques décennies maintenant, on s'aperçoit que cette prise de conscience est plus importante et que des organismes se sont créés et que des associations aussi en dehors de nos organisations se sont créées, sont de plus en plus importantes. Le réseau des parcs naturels régionaux va fêter cette année son 50e anniversaire. Et là aussi, j'ai vu des similitudes dans les travaux qui ont été les vôtres, cher Président. Nous allons avoir une séquence cette année autour de ce 50e anniversaire et bien sûr, vous êtes associés. Je vous invite quelque part aussi à le relayer et puis à le partager et en faire quelque part un anniversaire qui soit aussi le vôtre d'une certaine façon. C'est que d'abord, on va engager un travail pour définir, peut-être ou différencier ou comprendre ce que les parcs naturels régionaux ont apporté sur les territoires et quel était le résultat après 50 ans d'existence. On a appelé ça les valeurs spécifiques des parcs naturels régionaux. Une étude va être rendue dans les prochaines semaines pour montrer effectivement en quoi nous avons apporté grâce à notre intervention différenciée, grâce à la concertation qui a été la nôtre, grâce à cette volonté de montrer en permanence que l'homme a sa place et qu'il est un élément de cette biodiversité, en quoi nous avons permis peut-être que des territoires se développent différemment. Nous avons ensuite une deuxième séquence qui est celle du manifeste homme-nature, humain-nature, pour montrer et pour redéfinir aujourd'hui ce lien. Et on pourrait rajouter, vous l'avez dit tout à l'heure excellemment, cette notion de culture, parce qu'on a aussi l'envie de mettre double point culture. Je pense que c'est aussi important que de le redéfinir aujourd'hui. Parce que ce lien-là est de montrer, et c'est notre volonté, qu'il n'y a pas d'opposition entre la présence de l'homme et la nature qui l'emploie, mais qu'au contraire, les deux sont complémentaires et que l'homme ne doit ou ne peut vivre qu'à condition qu'il ait une nature diverse autour de lui, il faut l'écrire, il faut pouvoir le dire. Et dernière séquence, c'est qu'on veut aussi se projeter dans l'avenir. Et je peux vous dire que c'est un exercice qui a été très difficile à mener. On a eu un gros travail qui s'intitule « Demain les parcs ». Et se poser ou d'avoir un regard, d'imaginer ce que pourrait être notre situation et quelque part ce que pourraient être les parcs dans 20, 30 ou 40 ans, c'est un exercice qui est très difficile en réalité. Mais je pense que c'est aussi le propre de l'homme que d'être dans son monde, peut-être dans son univers, et puis d'oublier ou de ne pas avoir toujours les outils pour essayer de se projeter. Nous avons essayé de faire cet exercice, nous le présenterons, et j'espère qu'il donnera quelques pistes quant à l'avenir. Parce que, et ce sera ma complète conclusion,
c'est qu'on est quand même à mener un combat, et ce combat n'est jamais gagné. Je ne sais pas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si la décision du président des États-Unis, Donald Trump, eh bien, est un soubresaut de cette évolution que je crois inéluctable vers la prise de conscience des questions environnementales, climatiques, etc. Je n'en sais rien. Et je ne sais pas quelles seront les conséquences demain et comment que d'autres dirigeants sur cette planète vont utiliser ou pas ce choix-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que nous engagions et que nous continuions à engager ce combat, nous tous, parce que nous en sommes convaincus. Et je finirai juste par ce petit mot de Fernando Pessoa qui disait « Celui qui refuse d'engager le combat n'est pas vaincu, mais il est vaincu moralement parce qu'il n'est pas battu. » Merci. On a un peu modifié l'ordre des choses. Donc, moi, je vais dire quelques mots de conclusifs. Après, on fera le point sur la compensation. On aura le message de Nicolas Hulot. Et après, j'appellerai aussi Dominique Haribert pour passer le témoin pour le congrès de l'année prochaine. Et on pourra aussi remercier l'ensemble des équipes du parc et de RNF avant de quitter la salle. Globalement, en quelques mots, quelques trajectoires. RNF est sur une trajectoire depuis quelques années dans un contexte évolutif significatif. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu encore à un carrefour. En interne, les choses avancent bien, les outils d'animation commencent à prendre forme. Je réitère un appel à l'implication de vous tous dans ces commissions, ateliers et pôles. Des enjeux nous attendent à court terme. On a évoqué la SCAP, la stratégie de création d'aires protégées. Je pense que RNF doit prendre toute sa place dans la SCAP. Et bien sûr, la création du partenariat avec l'AFB pour avoir une vision stabilisée à 5 ans dans ce cadre-là. Les cafés-débats, je pense que c'était une bonne chose de les organiser. C'était une première et ça permet de se projeter dans des structurations aux échelles régionales. Il nous faut poursuivre le travail avec les régions et avec Régions de France. Et j'aimais bien sûr le vœu également de cette mutualisation, plateforme, on l'appelle comme on veut, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre dedans, entre Réserve naturelle de France, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels et la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Et aussi, voilà, tout ça derrière, en filigrane, se pose la question des moyens. On l'a répété à l'envi au cours du congrès, tout le monde veut de l'éducation à la nature, mais on n'a pas. Et il y a des ambitions, mais on n'a pas les moyens en face. Donc c'est aussi collectivement qu'on peut faire bouger peut-être les lignes. Voilà, je ne vais pas être plus long sur le sujet. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour ces 4 années passées à la présidence et les 12 ans passés au conseil d'administration, puisque vous êtes toujours une source de motivation pour nous qui sommes au conseil d'administration. Voilà pour les quelques mots de conclusion. Donc, je vais laisser la parole à Charlotte et Jérémy, juste un point sur le volet compensation, et après on pourra écouter le petit mot de Nicolas Hulot. Du coup, pas facile de passer après ces grands témoins et ces orateurs rompus à l'exercice. Nous, on va vous parler d'une action symbolique. Alors effectivement, la compensation carbone de notre congrès, c'est une petite action, mais toute petite action symbolique fait avancer les choses à son échelle. Et je pense que nous, on est bien placés dans nos réseaux pour faire avancer plein de petites actions et qui font à elles toutes bien avancer les choses de la protection de la nature. Donc le conseil d'administration, Vincent vous en avez parlé en début de congrès, avait décidé d'inciter les participants à compenser notre déplacement entre la métropole et la Martinique. Nous avons souhaité, en tant que membre du CA, faire en sorte que chaque membre puisse participer au choix de cette compensation.
Et nous avons confié en fait à la commission territoire le fait d'attribuer et de mettre en place un système pour consulter tous les membres sur le projet qui pourra bénéficier de la compensation. Donc je te laisse la parole, Jérémy, pour expliquer un petit peu le principe. Merci Charlotte pour cette introduction. Donc pour en venir aux faits, donc là, nous avons dans un premier temps calculé donc l'empreinte carbone des trajets en avion. Cela pour les 208 congressistes qui ont fait le trajet de la métropole à la Martinique. Cela a été calculé avec un calculateur qui est celui de l'ADEME. Et les résultats qui en sont sortis, un équivalent 600 tonnes équivalent carbone. Donc pour compenser ce résultat, donc le CA a décidé donc de confier, comme le disait Charlotte, la mission à la commission Territoire et Développement Durable. Et donc nous allons réfléchir à la mise en place de la compensation. Mais on va peut-être vous donner dans un premier temps un point de méthodologie. Donc, tu peux passer là. Donc l'idée est donc de se rapprocher d'un institut labellisé de façon internationale. Donc il y en a 2 qui ont été déjà préciblés. Donc le VCS et le Golden Star. Que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, le processus est approximativement le même. Donc il y a un choix de projet qui doit être réalisé. Donc dans un premier temps, ça va être le choix de la nature